Bonsoir. Elles sont chinoises, mais ça ne se voit pas forcément. Elles sont fabriquées dans des conditions qui peuvent être assez épouvantables. On parlera de casseroles made in China ce soir. Pas cher, mais les ouvriers en payent le prix. Airbnb, avec ses 150 millions d'utilisateurs dans le monde entier, c'est une plateforme de location de logements qui fait grincer les dents de nombreuses villes, mais a des avantages pour d'autres régions. Airbnb côté pile et côté face, notre enquête vous emmènera de Édimbourg à Verbier en passant par Genève et Paris. Elle est très discrète sur son chiffre d'affaires, la plateforme Airbnb. 10 ans après son lancement, elle génère un revenu en milliards de dollars, à peu près l'équivalent en francs suisses. Airbnb, c'est en fait la contraction de Airbed, matelas gonflable, et de Breakfast, petit déjeuner. Aujourd'hui, on est loin de cette formule assez boss-coute. Vous êtes peut-être vous-même loueur ou consommateur de logements sur Airbnb. Ce n'est pas la seule plateforme de location. Il y en a d'autres, mais c'est de loin la plus grande. Et elle s'est mise à dos les responsables de nombreuses villes touristiques. New York, Barcelone, Édimbourg, où Étienne Duval nous emmène tout de suite. Bienvenue à Édimbourg, son château, sa rue principale, Princess Street, et ses bars. Ces Anglaises ont fait 150 km pour enterrer leur vie de jeune fille ici. Elles vont partager ce soir un Airbnb. Ça change d'un hôtel. C'est une autre façon de connaître une ville. C'est une expérience plus authentique. Comme ça, on habite chez quelqu'un plutôt qu'à l'hôtel. Ouais, c'est pour ça qu'on a choisi un Airbnb. Vous ne craignez pas que vos voisins vous trouvent un peu bruyante ? Je pense qu'il n'y aura pas de problème. On va beaucoup sortir, ça devrait aller. Je crois que les propriétaires louent beaucoup leur logement, donc ils doivent avoir l'habitude. Nous ne sommes pas inquiètes, ça va jouer. Dans un quartier résidentiel situé à quelques rues de là, Marcello Mega est en plein travail. Le journaliste a emménagé il y a 2 ans avec sa femme et leurs 2 filles dans ce bel appartement. L'immeuble néoclassique où nous lui rendons visite est d'un style typiquement édimbourgeois. Il a été conçu pour loger des familles. Mais l'immeuble voisin vient d'être rénové, il a été divisé en studios. Ils sont très prisés des fêtards. À côté, il y a 6 studios. Et d'après le site, il y a 61 lits en tout. Donc, quand c'est complet, il peut y avoir une 60aine de personnes qui vont et qui viennent tous les jours. Ça fait déjà beaucoup de portes qui claquent. Évidemment, les gens qui viennent à Édimbourg le week-end pour enterrer leur vie de garçon ou leur vie de jeune fille, eh bien, ils veulent arroser ça. Et la plupart des gens rentrent éméchés. Si vous regardez par cette fenêtre, vous voyez cette partie du toit avec des ardoises et une gouttière. Les fenêtres à côté sont celles des studios pour fêtards. Eh bien, il arrive que des clients, plutôt que d'aller à la poubelle, jettent dans la gouttière des bouteilles, des lingettes, et même une fois, on a trouvé un préservatif. Le temps de nettoyer, les touristes sont loin. Ce qui contrarie Marcello, c'est que le propriétaire voisin s'est lancé dans l'exploitation commerciale de son bien sans d'abord obtenir l'accord de la municipalité. Il a fait la démarche a posteriori. Ce même propriétaire prévoit maintenant de convertir un 2e appartement qui pourrait cette fois-ci donner directement sur la cage d'escalier. C'est que le tourisme est une manne pour Édimbourg. Il rapporte presque 2 milliards de francs par an à la ville et fait vivre 35 000 personnes. Le nombre de visiteurs frise aujourd'hui les 4 millions, les Airbnb ont suivi, il y en a environ 10 000, une augmentation de 54% en 1 an. Les quartiers historiques, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO, en sont truffés. Cliff Haig est président d'une association de défense du patrimoine. Il nous fait visiter la vieille ville, en pointant au passage les appartements en voie de modernisation et ces boîtiers que les habitants appellent des berniques. Tels ces coquillages qui s'accrochent au rocher, ils renferment les clés que les propriétaires d'appartements laissent à disposition de leurs clients. Regardez par exemple ici.
Voici un immeuble traditionnel. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 appartements. D'accord? Et là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 qui sont loués à la journée sur des plateformes style Airbnb. L'offre d'Airbnb repose en partie sur l'authenticité. Donc si vous descendez dans un immeuble de la vieille ville, vous vous attendez à vivre comme un vrai habitant du quartier. L'ennui, c'est que si tous vos voisins sont aussi des clients Airbnb, l'expérience ne sera pas vraiment authentique. Bonjour, entrez. Le contact authentique, Caroline MacDonald y croit. Elle habite à Leith, le port d'Édimbourg, et elle a mis sa chambre d'amis sur Airbnb. Le couple néerlandais qu'elle héberge ce jour-là est sorti, nous en profitons pour explorer les lieux. Caroline est une logeuse occasionnelle, pas une femme d'affaires. Ses clients partagent son quotidien, y compris les chats. Je gagne bien ma vie comme infirmière, mais le supplément que je gagne grâce à Airbnb me permet de payer une femme de ménage. Ça m'enlève un souci, ça me permet d'être un peu plus à l'aise, de mettre de l'argent de côté pour les vacances, par exemple. Comment réconcilier ces deux modèles, surtout dans une ville où il devient difficile de se loger à un prix raisonnable? Au Parlement d'Édimbourg, un député se bat depuis plusieurs années pour une réforme législative. À Édimbourg, il est utile que les gens puissent continuer à louer des chambres chez eux, surtout l'été. Ça, je ne l'interdirai pas. Mais je voudrais surtout qu'on ne puisse plus convertir des logements résidentiels en lieux de location à la journée. Pour ça, il va falloir renforcer le système de permis de construire. Exiger qu'on indique clairement lorsqu'il y a changement d'utilisation d'un lieu. Il faudra que le conseil municipal ait une politique de refus systématique dans ces cas-là. L'idée d'un durcissement de la réglementation pour mieux cadrer l'économie du partage fait son chemin à Édimbourg. Plusieurs autres villes y réfléchissent naturellement aussi. Par exemple, une autre capitale à 1500 km de là. Berne attire elle aussi les touristes du monde entier. Pour l'instant, Alec von Grafenried, le maire, n'est pas trop inquiet. L'afflux de visiteurs ne change pas le caractère de la vieille ville. Elle reste un îlot résidentiel qui abrite actuellement environ 4000 citoyens bernois. La réglementation en place dans la vieille ville inférieure est déjà stricte. Le rez-de-chaussée et le premier étage sont réservés au commerce et aux usages culturels. À partir du deuxième, les appartements doivent obligatoirement servir à l'habitation. Tout cela n'a pas empêché les plateformes de location de s'installer. Nous en avons fait l'expérience. Je n'ai eu aucun mal à trouver sur Airbnb de quoi loger à quelques pas de la Zitglocke. Le maire n'est pas contre. Alors en principe, le sharing, c'est un bon principe et Airbnb profite de ce bon principe. Il y a un appartement qui est libre, il y a une chambre qui est libre, il y a des étudiants qui partent pendant l'été. Les logements, les chambres sont vides, elles sont louées aux touristes, ça fait absolument du sens. Mais en consultant le site, on se rend compte que certains hôtes, comme on dit sur Airbnb, proposent plusieurs appartements. Impossible qu'ils les habitent tous. D'où la crainte d'une professionnalisation de l'offre, le risque que le commerce envahisse subrepticement les étages supérieurs. À la demande du Parlement de la ville, la municipalité propose donc une nouvelle loi. Elle interdirait aux habitants de la vieille ville de louer leur appartement de façon régulière et professionnelle. Par contre, on ne les empêchera pas de le faire pendant quelques semaines dans le courant de l'année. Précision importante, la loi ne sera pas rétroactive. Les propriétaires qui actuellement louent à l'année pourront continuer à le faire. Pour le reste, le maire compte sur le civisme de ses administrés. On ne va pas contrôler, on ne va pas envoyer des inspecteurs pour contrôler ce qui se passe derrière les portes des logements. Mais sur dénonciation, on va quand même entendre, on va être informé s'il y a vraiment cette professionnalisation, cette exploitation commerciale du Airbnb. Et là, on va trouver, on va réagir.
Bern a-t-elle trouvé le bon compromis? Ces jeunes Américains, en tout cas, y trouvent leur compte. Ils ont pu, pour un prix raisonnable, vivre quelques jours comme des Bernois. Leur hôte a été très accueillant. Il nous a donné des idées de choses à faire à Berne, ce que faisaient les gens d'ici, par exemple, de se baigner dans la rivière. Il nous a dit que lui et sa petite amie allaient se baigner pour fêter un anniversaire. Et il nous a même invités à les rejoindre. À condition de contrôler leur développement, les plateformes comme Airbnb permettraient donc un vrai plongeon dans l'authenticité et par la même occasion d'augmenter la diversité de l'offre hôtelière. Pour le vice-président d'Hôtellerie Suisse, Pierre-André Michoud, les choses ne sont pas tout à fait aussi simples. Sans se prononcer sur le cas de Berne, il nous en fait la démonstration dans son hôtel d'Yverdon. Alors on a eu l'occasion de pouvoir acquérir la maison d'à côté et en fait, logiquement, on a agrandi l'hôtel. Et c'est là où je me suis rendu compte que si on n'avait pas fait toutes les démarches en disant on agrandit l'hôtel, je transformais ceci en studio. Sans rien dire, je pouvais les louer sur Airbnb. C'était une économie d'à peu près 250 000 francs. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas toutes les règles incendies, les détecteurs, les portes coupe-feu, tous ces systèmes-là. Et ça va très très vite lorsque vous devez mettre ça. Et en plus, le patron est à la disposition de ses clients 24 heures sur 24. Merci. Même s'il ne leur propose pas d'aller avec eux se baigner dans le lac. Reste que pour les hôteliers suisses, cette plateforme de réservation est une concurrence déloyale qui ne suit pas les règles imposées aux hôtels, taxes, normes de sécurité et d'hygiène, rémunération du personnel, etc. Revenons à Berne. Étienne Duval, notre enquêteur, a eu beaucoup de difficultés à rencontrer un propriétaire qui loue via Airbnb. Les portes se sont fermées. Alors pourquoi ? Probablement parce qu'il ne s'annonce pas ou que le projet de loi qui interdirait de louer plus de 3 mois incite à la dénonciation. Mieux vaut rester caché. À Paris, en revanche, pas de dénonciation, mais des contrôles et des règles strictes. On va en parler avec vous, Yann Brossard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint à la maire de Paris. Vous êtes chargé du logement et de l'hébergement d'urgence. Alors à Paris, la règle, c'est une location sur Airbnb au maximum de 120 jours par an. Alors pourquoi 120, mais pas 90 ou 160 ou que sais-je? Comment avez-vous décidé ça? C'est une législation nationale. Ce ne sont pas des règles qui ont été fixées par la ville de Paris. Et la loi en France dit aujourd'hui qu'on peut louer son appartement jusqu'à 120 jours par an sur Airbnb, ce qui est relativement beaucoup, puisque cela représente 4 mois par an. La ville de Paris a d'ailleurs demandé aux législateurs la possibilité de réduire ce nombre de nuitées, mais aujourd'hui, c'est la loi qui s'applique et donc nous n'avons pas la possibilité d'aller en dessous, même si nous le souhaiterions ardemment. Vous le souhaiteriez. Vous aviez aussi imposé une deuxième chose, c'est-à-dire d'exiger que les loueurs s'enregistrent auprès de la mairie et qu'Airbnb retire les annonces qui sont sans numéro d'enregistrement. Est-ce que Airbnb l'a fait? Malheureusement, Airbnb, depuis maintenant quasiment 1 an, a refusé de retirer ces annonces démunies de numéro d'enregistrement et nous avons là une difficulté avec cette entreprise qui ne respecte de fait pas la loi. Et c'est ce qui nous a conduit à traîner Airbnb devant les tribunaux afin d'obtenir qu'Airbnb respecte la loi qu'elle s'est rechignée à faire jusqu'à présent. Donc il y a actuellement un procès en cours, on verra à l'avenir ce qu'il donne. Restez avec nous Yann Brossard, on va voir avec vous la suite qui va sûrement vous intéresser. C'est votre locataire, bonjour. Bonjour. C'est très lumineux chez vous. Oui, absolument. On est au 7e étage, grande baie vitrée, magnifique, une superbe vue sur le lac, le jet d'eau, le Jura sur la gauche, le Salève. Dans cet appartement, on est bien à 2 en fait. Moi, j'y vis seule, mais on est bien à 2. Un petit coin salon. L'avantage aussi, c'est qu'on a un dressing qui est quand même assez... Donc là, évidemment, il y a quelques-unes de mes affaires, mais... Il est quand même assez conséquent. Ici, on a donc une petite cuisine qui est petite, qui n'a pas été rénovée, mais qui est super bien équipée. Souvent en déplacement pour son travail, notre logeuse trouve un intérêt évident à louer son studio pendant ses absences. Je reviens de voyage, j'étais absente toute la semaine dernière, l'appartement a été loué 4 jours. Je repars semaine prochaine, un petit 5 jours et il est loué 3 jours. En général, c'est 3 jours tous les 15 jours, on va dire. À Genève, nous avons eu du mal à trouver quelqu'un qui nous raconte comment et pourquoi
il ou elle met en location son logement sur Airbnb. La plupart ont refusé de faire face à notre caméra et pour cause, ils ne déclarent pas ces revenus accessoires et ne veulent donc pas se trahir. Notre logeuse fait exception. Elle utilise Airbnb, mais elle sous-traite le travail à des professionnels. Je ne voulais pas avoir à m'en occuper moi-même, hein, parce que Airbnb, c'est une plateforme qui est super, qui est extrêmement puissante, mais il faut également avoir la disponibilité pour parler aux voyageurs, les renseigner, les accueillir, les départs, organiser l'entretien de l'appartement, enfin tout ça. J'ai préféré le confier à cette agence, comme ça je ne m'occupe de rien, je n'apparais même pas sur Internet. L'agence, c'est WeDo, un service de conciergerie qui gère la location sur Airbnb des logements qu'on lui confie. Alexia Payot a cofondé l'entreprise qu'elle dirige souvent au volant de son bureau à 4 roues. Créée il y a 2 ans et demi, l'agence s'occupe aujourd'hui d'une 40aine d'appartements. Ça a commencé par le biais d'un ami qui nous a demandé de s'occuper de son appartement pendant ses 6 mois de vacances. Donc d'accueillir les voyageurs et d'organiser les ménages avec sa femme de ménage. Ce qu'on a fait et ce qu'on a beaucoup aimé. La plupart de nos clients, ce sont des gens qui vivent dans leur appartement et puis qui partent de temps en temps. Il y a pas mal de retraités, ce qui est assez logique puisqu'ils sont tous propriétaires. Quand un particulier veut louer son logement sur Airbnb, l'agence s'occupe de tout. On arrive chez vous, vous nous donnez vos clés. On va prendre des photos, on va améliorer la décoration si nécessaire. On va vous demander d'enlever tous vos objets qui ont une certaine valeur financière ou affective. Je commence la cuisine et tu fais le... Je vais faire les photos. Tu fais le salon? Ouais. Ok. Réduction. Alexia, quand vous faites l'inventaire, à quoi est-ce que vous veillez? Je regarde si les voyageurs ont de la place pour mettre leurs affaires dans les armoires, l'état du lit, les dimensions des lits. Ensuite, on va préparer l'appartement, on va le mettre en location, on va rédiger l'annonce en français et en anglais. On va ouvrir les dates que le propriétaire nous donne. On va louer, valider des réservations, recevoir des demandes, étudier les profils des gens qui font la demande, accepter. On s'est rendu compte que les voyageurs n'aimaient pas tellement être accueillis personnellement parce que ça les stresse. Ils n'ont pas forcément envie d'arriver dans l'appartement tout de suite, ils ont des rendez-vous de travail imprévus, etc. Donc on fonctionne beaucoup avec des boîtes à clés. Philippe, les photos, quelle importance? Alors c'est très important, c'est vraiment très important parce qu'il faut donner une image fidèle à la réalité. Il ne faut pas que le voyageur, quand il arrive chez toi, il ait une mauvaise surprise. Il faut qu'il voit ce qu'il a vu sur les photos. Comment vous rémunérez le travail de WeDo? Alors, on demande 21% à nos propriétaires. Ça comprend un peu plus de 7% de charges fixes. TVA, frais de service Airbnb. Donc ça veut dire que nous, on repart avec en gros 14%, un petit peu moins net de commission. On se rémunère comme ça. Si on se place de l'autre côté maintenant, vous êtes touriste, vous louez un logement sur une de ces plateformes. Airbnb est la plus importante, mais il y en a d'autres, Booking Home, TripAdvisor, Holidays et d'autres. Vous et moi participons à un système bien pratique, mais qui a sa face sombre. Yann Brossard, on vous retrouve à Paris. Vous avez publié ce livre qui vient de paraître, qui s'appelle Airbnb, la ville ubérisée, dans lequel vous dénoncez, entre autres choses, une économie grise. Expliquez-nous ce que c'est cette économie grise. On voit bien comment maintenant, à partir de ces locations touristiques, s'est effectivement développé tout un secteur de notre économie qui emploie des salariés précaires. Je pense notamment des femmes de ménage, des personnes qui sont chargées de remettre les clés aux locataires, toute une série d'acteurs qui relèvent effectivement d'une économie grise, de ce qu'on appelle des petits jobs, des mini-jobs, souvent extrêmement mal payés. Et puis par ailleurs, ce que cela traduit aussi, c'est le fait qu'on est de moins en moins en présence d'amateurs qui loueraient leur logement et de plus en plus en présence de professionnels qui se présentent comme des amateurs. Et donc c'est ce que j'ai voulu montrer aussi dans mon livre. Alors votre livre est complètement à charge, très lourd de charge contre Airbnb. Vous ne voyez aucun aspect positif de ce type de plateforme collaborative?
Au départ, Airbnb se présente comme une entreprise relevant de l'économie du partage. Et au départ, l'idée est bonne. Quelle est-elle? C'est au fond de faire deux gagnants. D'une part, un propriétaire qui loue un logement à un prix qui est très largement en dessous du prix de l'hôtellerie. Et d'autre part, un touriste qui a la possibilité de voyager moins cher. Le problème, c'est que nous sommes progressivement passés dans un certain nombre de grandes métropoles d'une économie de partage à une économie de prédation, avec un certain nombre de propriétaires qui ont acheté 2, 3, 4 appartements, parfois un immeuble entier, et qui l'ont transformé en une machine à cash destinée à faire le plus d'argent possible dans le temps le plus réduit possible, en les livrant à la spéculation immobilière. Il faut quand même savoir qu'un logement qui est loué sur Airbnb aujourd'hui, il est 2 à 3 fois plus rentable à Paris qu'un logement loué en location traditionnelle. Donc oui, cela nous pose de réels problèmes avec une aggravation de la crise du logement dans nos grandes métropoles. De ce point de vue-là, oui, c'est une difficulté à laquelle nous sommes aujourd'hui confrontés, ce qui impose, de mon point de vue, de prendre des mesures de régulation de ce secteur. On va voir aussi maintenant que dans d'autres villes, le développement exponentiel des plateformes de location inquiète les politiques. C'est vrai en Suisse, et pas seulement à Berne. La semaine dernière, le Grand Conseil neuchâtelois a manifesté massivement sa volonté d'obliger Airbnb à prélever la taxe de séjour. Et au bord d'un autre lac romand, on prône aussi des mesures contraignantes. Regardez. À Genève, Airbnb publie plus de 3000 annonces, dont 2 tiers de logements entiers. La croissance fulgurante du modèle américain inquiète aujourd'hui les politiques de plusieurs cantons. Pour savoir pourquoi, nous nous sommes rendus à Rolle pour y rencontrer Jessica Jacou, parce que la députée vaudoise a déposé un postulat qui décrit bien ses interrogations à propos d'Airbnb. Si vous partez 2 semaines en vacances en octobre et que vous mettez votre logement à disposition sur Airbnb, j'y vois pas d'inconvénient. Par contre, si vous allez retourner vivre chez vos parents pour mettre en location sur Airbnb votre logement tout le temps, à ce moment-là, vous soustrayez véritablement un appartement du marché locatif et là, ça pose un véritable problème. Les grandes villes qui souffrent des effets d'Airbnb ont dû adopter des réglementations diverses. Barcelone, selon le site indépendant de recherche Inside Airbnb, compte plus de 17 000 annonces. Pour émettre un bien sur Airbnb, il faut obtenir une licence sous peine d'amende, mais il n'y a plus aucune disponibilité. Les autorisations sont taries. À Amsterdam, les autorités ont décidé de passer la limite de location de 60 à 30 jours par année. Berlin interdit désormais de louer un logement entier. Et à Paris, la ville la plus prisée au monde par Airbnb, avec plus de 60 000 annonces, Airbnb est accusé d'accentuer gravement la crise du logement. Dans les villes que vous mentionnez, on voit des impacts par cascade d'Airbnb, notamment sur le commerce qui se modifie pour être plus orienté touriste au détriment de la population locale. Et on voit aussi une forme de précarisation de l'emploi liée à ce marché d'Airbnb. Et puis ces emplois-là n'ont aucune garantie et sont souvent réglés dans des contrats qui sont extrêmement précaires. À Genève aussi, on veut réglementer. Le Conseil d'État, ce printemps, a limité les locations Airbnb à 60 jours par année. Un citoyen a fait recours et la limite va passer à 90 jours par année, mais elle n'est pas encore en vigueur. Autre délai de recours oblige. Je pense que les 90 jours me semblent une question forte et cohérente parce qu'en dessous de 90 jours, on peut dire que les gens font ça pour mettre un peu de beurre dans les épinards et ça me va très bien. Ça me va très bien, c'est sympa d'ailleurs d'aller vivre chez l'habitant, si c'est vraiment chez l'habitant. Au-delà de 90 jours, on va considérer que c'est plus chez l'habitant, mais ça devient en fait une résidence hôtelière. C'est bien cette distinction-là. Pas facile de faire appliquer un règlement Airbnb. À Genève, le département d'Anthony Hodgers ne compte que 5 inspecteurs, très occupés déjà par le contrôle des transformations et des rénovations d'immeubles. Déjà, j'ai pas des équipes dédiées à Airbnb, ça il faut le comprendre. Deuxième chose, à nouveau, ils agissent aujourd'hui, ils font pas de la traque sur Internet. On n'en est pas là. Quand bien même on réfléchit à des systèmes informatiques, peut-être à l'aide de sociétés privées, pour contrecarrer finalement des stratégies de location qui sont floues de la part de ces plateformes. Mais eux, les inspecteurs eux-mêmes, aujourd'hui n'agissent que sur base de dénonciation.
C'est compliqué d'établir si un appartement est loué de manière légale ou illégale. Il faut y aller plusieurs fois, comprendre que le propriétaire réel n'est pas là, comprendre que l'autre qui est là, c'est quelqu'un qui paye et pas un ami qui par hasard... Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment très difficile d'établir l'infraction. Protéger le marché immobilier ou étoffer l'offre d'hébergement touristique. Le canton de Genève doit gérer des objectifs contradictoires, mais sa priorité est claire. Pour l'État de Genève, le principal enjeu, c'est vraiment la pénurie de logements. On ne peut pas se plaindre de la pénurie de logements, mettre la pression sur le territoire pour construire des nouveaux quartiers et en même temps avoir des logements qui sont soustraits quelque part de leur utilité d'habitat et qui deviennent dans les faits des résidences hôtelières. Je pense qu'on n'enlève aucun appartement sur le marché dans notre portefeuille. En tout cas, il n'y en avait aucun qui était alloué quand on les a pris. Voilà, si on arrête demain, il n'y aura aucun appartement supplémentaire sur le marché. Il y aura des appartements vides longtemps, mais il n'y en aura pas de supplémentaires. Il y a quelque temps, Airbnb jouait volontiers la transparence. Mais aujourd'hui, la plateforme protège bec et ongle les données qui permettraient le contrôle de ses activités. Airbnb mène un lobbying puissant pour limiter toute contrainte. Donc il s'agit pour nous, aujourd'hui, canton commune, mais peut-être avec l'appui de la Confédération, ça sera nécessaire, je pense, à un moment, taper du poing sur la table. 10 ans après sa création, Airbnb dans le monde a dépassé les 4 millions d'objets alloués. Dans ce monde merveilleux de la location, le bed and breakfast est devenu un bed and business. Cette pénurie de logements qui sont soustraits au marché local, le constat est fait à Genève, Lisbonne, New York, au Japon, Amsterdam. Yann Brossat, on vous retrouve finalement à Paris, on l'a entendu. Airbnb est accusé d'aggraver la crise du logement. Et dans votre livre, vous parlez de menaces sur l'identité des quartiers. Est-ce que c'est pas un peu facile de mettre tout ça sur le dos d'Airbnb ? Il ne s'agit pas pour moi de faire d'Airbnb le bouc émissaire de toutes les difficultés de logement que nous avons à Paris. Les difficultés de logement, nous les avons depuis bien longtemps avant l'arrivée d'Airbnb. Simplement, force est de constater qu'Airbnb a encore aggravé la situation. Aujourd'hui, nous pouvons constater que depuis 5 ans, nous avons perdu 20 000 logements qui ont été transformés en des hôtels clandestins, c'est-à-dire des logements qui ne servent plus du tout à loger des habitants, mais des logements qui ne servent qu'à faire de la location touristique. Et dans une ville qui est aussi dense que Paris, nous ne pouvons pas accepter de perdre autant de logements, alors même que, faute de parcelles disponibles, nous avons des difficultés à construire des logements neufs. Et puis par ailleurs, cette perte d'habitants a aussi des conséquences en cascade, y compris sur le commerce. Et nous constatons également que dans un certain nombre de quartiers, du fait du développement d'Airbnb, des magasins qui étaient des magasins qui s'adressaient à une population locale, notamment des commerces de bouche, de nourriture, ont été transformés en magasins de souvenirs. Alors Airbnb, qui n'a pas trouvé le temps de nous accorder une interview, j'y reviendrai plus tard, nous a répondu par écrit en nous disant, entre autres, sur la question de la professionnalisation des logements, un seul propriétaire pour X logements ou des allées entières qui sont louées. Voilà ce que Airbnb nous dit, je cite, « Nous accueillons tous les autres qui proposent une expérience en accord avec notre mission, offrir du local, de l'authentique et de l'unique. » Alors Yann Brossat, c'est plutôt bien ça comme mission. C'est l'idée originelle d'Airbnb. Et d'ailleurs, aujourd'hui, si je regarde l'offre de logement sur Airbnb à Paris, il y en a un peu moins de 10% qui sont des locations de chambres à l'intérieur d'appartements. Donc l'idée originelle d'Airbnb, elle est finalement assez marginale dans l'offre de logements qui sont aujourd'hui proposés sur la plateforme, du moins à Paris. Ce qui s'est développé en revanche, et je le regrette profondément, c'est le développement d'un certain nombre de professionnels qui ont choisi de se lancer dans ce secteur-là par pur objectif de spéculation immobilière. Et nous ne pouvons pas rester inertes, rester passifs face au développement de cette économie qui pose de très très nombreux problèmes, notamment la raréfaction de l'offre de logement disponible à destination des Parisiens. Donc il y a bien sûr la belle histoire racontée par Airbnb, mais il y a malheureusement à côté de cela une réalité qui est moins reluisante et qui fait moins rêver. Merci en tout cas pour toutes ces explications, cet éclairage. Très bonne soirée à Paris. Au revoir. On a parlé jusque-là du revers de la médaille. Or, Airbnb et d'autres plateformes ont des avantages, pas seulement pour les loueurs qui se font de l'argent et pour les locataires, les consommateurs qui ont un choix fou de logements à disposition. Certaines régions comme le Valais et Verbier en particulier voient en Airbnb un allié. Des agences immobilières n'hésitent pas à publier leurs annonces sur la plateforme.
Ici, vous avez une chambre avec des lits superposés. Ici, la chambre avec un lit double. Ici, vous avez la salle à manger, une cuisine ouverte. Quand madame cuisine, tout le monde la voit. Et puis, c'est un appartement duplex. On peut loger 12 personnes dans cet appartement. Il est à 2 minutes de la place centrale, avec une magnifique vue sur les montagnes. Ce bien, on le trouve sur Airbnb. On travaille avec beaucoup de plateformes. La principale plateforme qu'on a, c'est évidemment guinard.ch, donc l'agence. Mais on ne peut pas faire sans Airbnb, Booking.com et ce genre de grandes passerelles. Chaque passerelle, en principe, elle nous amène des nouveaux clients. En Valais, Airbnb occupe une part de marché encore modeste, mais l'envergure de la plateforme américaine la rend déjà incontournable. Pour jouer gagnant sur le marché de la location de vacances, les professionnels jouent sur tous les tableaux. Airbnb, il faut savoir, c'est relativement nouveau sur le marché. Malgré qu'ils aient une expansion très importante chaque année, on a un taux de réservation par Airbnb aujourd'hui qui est relativement faible. Mais chaque jour, chaque semaine, voire chaque mois, on a un peu plus de réservations par Airbnb. Selon la plateforme qu'on utilise, le prix de location d'un logement, comme la marge bénéficiaire de l'agence, vont varier. Dans notre exemple, en passant par Booking, le client paye 400 francs par jour, donc 2800 francs par semaine. Il doit ajouter 450 francs à titre de frais de service de l'établissement par séjour, mais le montant n'est pas facile à trouver. En fait, ce sont les nettoyages. Total, 3250 francs. En louant par Airbnb, cette fois, le client paye aussi 400 francs par jour, 2800 francs la semaine, plus 450 francs de nettoyage. Mais là, il faut encore ajouter les frais de service de Airbnb de 246 francs pour un total de 3496 francs. Si au contraire, le client passe directement par l'agence, il aura la possibilité de négocier un prix de location. Pour une raison toute simple, l'agence doit rétrocéder des commissions à ses intermédiaires, 12% à Booking et 5% à Airbnb. Pour le client, Airbnb est donc plus cher que Booking, qui est plus cher qu'une location directe. Partout où Airbnb est présent, je crois que les prix sont plutôt à la hausse plutôt qu'à la baisse. Pour publier leurs annonces sur plusieurs plateformes, les professionnels valaisans du tourisme se sont associés dans la coopérative informatique du tourisme et de l'immobilier, la City. Un organe qui s'est approché de Airbnb l'année passée pour nouer un accord de partenariat. La plateforme américaine a vite compris l'intérêt de cette collaboration. Ils ne mettent pas de conditions, mais une certaine pression pour avoir le maximum d'objets. Donc ils vont nous demander, mais Booking, combien ils ont d'objets qui viennent de chez vous? Ah ok, nous on a nettement moins, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça? Qu'est-ce que vous pensez par rapport aux agences? Est-ce qu'elles sont contentes de nos services? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer pour qu'on ait toujours plus d'objets qui soient sur notre plateforme? La coopérative informatique City en Valais gère 5000 logements pour 30 000 lits. Cela permet en retour de collecter pas mal de données statistiques. Voilà l'origine pour notre site rental.com. Donc on voit qu'on va toucher surtout les pays limitrophes avec le cœur historique des touristes qui viennent dans les Alpes valaisannes. Par contre, avec Airbnb, on voit qu'on touche toujours un petit peu de Suisse, mais que le panel devient beaucoup plus large. Et si on compare maintenant avec Booking qui est installé depuis bien plus longtemps dans les Alpes, on voit que ça touche vraiment tous les pays du monde presque. Dans plus de 80% des cas, une location de vacances s'effectue par le contact direct avec une agence. Mais via Internet, les réservations en ligne progressent. En ligne aussi, ce sont les agences qui enregistrent le plus grand nombre de réservations, mais elles sont talonnées de près par Booking. Airbnb apparaît plus loin dans le classement, mais gagne chaque année du terrain. On voit qu'il y a une évolution maintenant avec l'avenue d'Airbnb où les gens veulent beaucoup plus de souplesse, c'est-à-dire qu'ils veulent venir 2, 3 jours, 4 jours. Ils font des réservations un peu au dernier moment. Donc c'est aussi aux agences d'intégrer cette souplesse pour avoir des tarifs à la journée ou sur 2 ou 3 jours et pas uniquement obliger le visiteur à venir 1 semaine ou 2 semaines. Avec 3000 habitants à l'année et 30 000 en haute saison, Verbier présente une situation intéressante pour une plateforme comme Airbnb.
Ici, l'hôtellerie ne couvre que 10 à 15% des nuitées touristiques et Airbnb peut contribuer à réchauffer des lits froids. À Verbier, on est une station de propriétaires principalement, donc il y a énormément de chalets et d'appartements. Et je pense qu'Airbnb apporte une facilité de mettre ces biens en location. Direction Sierre maintenant. Sierre, où cela fait 4 ans que l'Observatoire valaisan du tourisme décortique le fonctionnement d'Airbnb. Un véritable baromètre pour la branche. L'arrivée d'Airbnb, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'avantage, c'est que ça amène du monde, ça c'est certain. Ça permet aussi à des gens de mettre leur logement en location de manière beaucoup plus simple et beaucoup plus démocratisée que par le passé. Et ça reste très très important. Je pense qu'on reste encore qu'aux prémices de ce qu'on peut faire. En Valais, dans les hôtels, on compte 32 000 lits. Sur Airbnb, on en dénombre déjà 28 000. Au début, Airbnb, c'est un phénomène urbain. C'est-à-dire qu'on a eu une grande croissance dans les grandes villes, Genève, Lausanne, Berne, Zurich et Bâle. Et on a vu au cours des années que Airbnb a aussi eu une croissance assez importante dans les régions de montagne, c'est-à-dire en Valais, au Oberland bernois, dans les Grisons, aussi dans les Tessins. Et aujourd'hui, on peut dire que la montagne a dépassé les villes. Le potentiel de croissance en montagne est encore grand. La démocratisation de l'économie de partage a fait que toutes les règles qui avaient été mises en place, entre autres pour le financement des offices de tourisme, ces taxes de séjour, ces taxes d'hébergement, etc., pour le développement de produits touristiques, sont aujourd'hui, je ne veux pas dire bafouées, mais beaucoup plus difficiles à gérer. Et là, il faudra essayer de trouver des solutions. Je pense que c'est tout à fait possible. Mais de nouveau, on est vraiment au début de ce développement et l'important, c'est d'y penser. Aujourd'hui, il ne faut pas faire l'autruche et mettre la tête dans le sable. Il faut vraiment essayer de se dire, voilà, quels sont les problèmes, qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut y remédier. Et comme Airbnb occupe de plus en plus le même marché que Booking.com, on pourra bien voir apparaître des comparateurs de prix entre ces plateformes. Ces reportages ont été réalisés par Régis Migy et François Janet, qui depuis des mois essaient de décrocher une interview avec un ou une responsable d'Airbnb en vain. Pas de disponibilité, c'est ce qui avait été aussi répondu à notre collègue Étienne Duval. Il faut bien dire qu'on n'est pas tout à fait dupe. Par écrit, sa porte-parole régionale nous affirme que Airbnb n'est pas une simple plateforme de distribution, mais une communauté qui encourage partout un tourisme responsable et individuel, donc pas de masse. Voyager avec Airbnb, nous dit-on, favorise les échanges culturels. Et malgré les plaintes, Airbnb prévoit de continuer à grandir avec 24 millions de nuitées en 2020 en Europe. Des casseroles, vous en avez sûrement plusieurs chez vous. Alors regardez si, comme sur celle-ci, c'est indiqué « Made in China ». Encore que la plupart du temps, ce n'est pas gravé sur la casserole. Des casseroles bon marché, produites dans des conditions, vous allez voir, assez épouvantables. Maya Cholet a adapté pour vous ce reportage de nos collègues de l'émission alémanique Kessensturz. Nous sommes au nord de Macao, dans la province de Guangdong. Des casseroles comme celle-ci auraient pu coûter la vie à cet homme. Pendant 2 semaines, il s'est fait engager dans une usine chinoise qui en produit. Son objectif ? Rapporter à notre collègue Tian Zhang les mauvaises conditions de travail. Une mission qui l'oblige à garder l'anonymat. En Chine, celui qui est pris à récolter ou à divulguer des informations est interrogé ou même emprisonné. On l'oblige à supprimer ses documents et les photos ou les films de son téléphone. L'an dernier, un informateur qui enquêtait sur une entreprise a été détenu pendant 1 mois entier. C'est dans cette usine appelée Master Group que l'enquêteur s'est fait engager. Master Group compte environ 3000 employés. Ici, on fabrique les casseroles, notamment pour la COP et la marque allemande VMF. Après un bref entretien d'embauche, notre homme se retrouve à l'atelier de polissage, le travail le plus sale et le moins bien payé de l'usine. C'est aussi là que l'on baigne dans la poussière et les particules de métal extrêmement nocives pour la santé. Pendant 2 semaines,
il interroge discrètement ses collègues, prend des notes, des photos et tourne ce petit film. Tout était tellement sale. C'est l'usine la plus sale où j'ai travaillé. Je restais debout toute la journée dans une chaleur insupportable. Il n'y avait pas de climatisation. J'ai tellement transpiré. Pour me protéger, je portais un masque et des pantalons, malgré la chaleur. L'équipement de protection n'est distribué aux travailleurs que sur demande. Et notre enquêteur doute que le masque les ait vraiment protégés de la poussière tenace. Quant à leur peau, après le travail, il faut des heures pour la nettoyer. Suite au témoignage de l'enquêteur, la journaliste Tian Zhang tente d'avoir accès à l'usine pour parler aux responsables, sans succès. Qu'on les trouve dans les rayons de la Migros, de la Coop ou chez Ikea, la plupart des casseroles vendues chez nous sont fabriquées en Chine. En 2016, Simone Wasman de Solidar Suisse a coordonné une enquête sur les conditions de travail dans 4 grandes usines qui produisent des casseroles pour Coop, Ikea, Migros, Kuhnrikon et la marque allemande WMF. Le rapport dénonce de graves violations des normes internationales et de la loi chinoise sur le travail. L'industrie promet des améliorations. Depuis, 2 ans ont passé. Simone Wasman veut savoir si cet engagement a été respecté. Sur les 4 entreprises, 2 ont établi des pseudo-contrats de travail sans pour autant améliorer les conditions des travailleurs qui enchaînent parfois 27 jours d'affilée sans compensation financière. Les conditions de travail ne sont toujours pas correctes. La protection des travailleurs n'est pas garantie. Les heures supplémentaires sont toujours abusives et il n'y a pas de salaire minimum. Il faut un nombre impressionnant d'heures supplémentaires pour que le salaire permette de vivre. Et il n'y a pas de syndicat. Les travailleurs ne peuvent donc pas faire valoir leurs droits. En Suisse aussi, on fabrique des casseroles. Nous sommes chez Kuhnrikon, près de Zurich. Toutes les casseroles de qualité supérieure sont fabriquées ici et ça coûte cher. C'est pour ça que l'entreprise suisse fait fabriquer ses casseroles bon marché par une usine chinoise. Problème, l'usine en question fait partie de celles que le rapport de Solidar Suisse a épinglées. Nous ne pouvons malheureusement pas tout produire en Suisse, parce que le marché et les consommateurs exigent des produits qui sont impossibles à produire en Suisse avec ses coûts de fabrication. Une casserole chinoise coûte moins de la moitié à fabriquer qu'une casserole suisse. Selon Tobias Gerfin, Kuhnrikon est un trop petit client pour pouvoir influencer les conditions de travail dans les usines chinoises. C'est donc en se ralliant aux plus grandes entreprises qu'on peut faire changer les choses. C'est juste, il y a encore un potentiel d'amélioration. Mais c'est un processus lent et permanent. On ne peut pas simplement aller voir un fournisseur et lui dire « maintenant tu dois remplir toutes ces conditions ». Le fournisseur va dire « dans ce cas, je ne te livre plus » et cela ne résout pas le problème des travailleurs. Des casseroles bon marché et des conditions de travail correctes, une équation apparemment encore impossible. Les 3 autres marques épinglées dans ce reportage, Migros, Ikea, WMF, ont toutes répondu à nos collègues de Kassensturz qu'elles prennent ce problème très au sérieux et qu'elles contrôlent régulièrement les conditions de travail dans les usines. Dans la réalité, si un distributeur suisse ou un autre veut faire pression sur le fabricant chinois pour de meilleures conditions de travail, de meilleurs salaires, il faut s'attendre à ce que le prix de la casserole augmente, ce qui serait assez logique. Il faut alors que ce distributeur l'accepte et ne se tourne pas vers une autre entreprise moins chère, aux conditions de travail encore pires. Mardi prochain, à bon entendeur, braquera ses projecteurs sur le riz. En fait, les riz, long grain, basmati, riz parfumé, arborio, carnaroli, etc.
Un produit de base qui nourrit une bonne partie de la planète et nous aussi. Lequel choisir pour réaliser quelle recette? Pourquoi celui-ci se cuit en 20 minutes et cet autre en seulement 8 minutes? Quelle est leur valeur nutritive? Nous irons également en Italie, dans la plaine du Pô, suivre la récolte de cet automne. L'Italie, le plus gros producteur de riz en Europe, qui se dit menacé par les importations asiatiques. Enfin, dans la plus pure tradition d'un bon entendeur, un test sur des éventuels résidus de pesticides. Et là, 2-3 mauvaises surprises. Suspense jusqu'à mardi prochain. Et puis, vous êtes peut-être en pleine réflexion sur les primes d'assurance maladie. Selon les caisses et les cantons, les primes vont augmenter un peu ou beaucoup. Vous avez jusqu'à la fin novembre pour éventuellement changer de caisse maladie, pour l'assurance de base évidemment. Laquelle choisir qui vous soit le plus profitable? La Fédération romande des consommateurs et la RTS mettent à votre disposition un comparateur de primes totalement indépendant des caisses. Vous le trouverez à l'adresse suivante, www.rts.ch/rassurez-moi. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne fin de soirée.